Il y a 2 semaines, il y a tout juste 2 semaines, ici, à San Francisco, la presse a fait rouler les tambours pour annoncer au monde entier le mariage de Monsieur Amérique avec Madame Amérique. Monsieur Amérique, c'est lui, Joe DiMaggio, le joueur de baseball le plus célèbre de sa génération. Madame Amérique, c'est Marilyn Monroe. Aujourd'hui, 29 janvier 1954, dans sa course au scoop, la presse People fait courir le bruit qu'ils partent en voyage de noces. Destination, le Japon. Le Japon, en plein hiver et à peine 9 ans après la guerre, un choix plutôt inattendu pour un voyage de noces. Petit retour en arrière. Étrange qu'il y ait aussi peu de monde pour assister au départ en lune de miel du couple le plus en vue d'Hollywood. Autre chose, qui est l'homme au chapeau, là, à côté de la mariée? Lui aussi, il fait des sourires et des au revoir. C'est Francis O'Doul, un ancien baseballeur, un ami de DiMaggio. Revoyons les images depuis le début. Contrairement à ce que la presse annonce, DiMaggio et sa jeune épouse Marilyn Monroe ne partent pas en voyage de noces. Non, DiMaggio va au Japon parce qu'il a signé un contrat pour faire des démonstrations de baseball avec son ami O'Doul. Et Marilyn Monroe accompagne son mari. C'est l'occasion pour elle de prendre ses distances avec Hollywood. En ce moment, elle est en très mauvais termes avec le studio qui l'emploie, le studio de la Fox. Finalement, cette histoire de voyage de noces présente quelques avantages pour le couple. C'est aussi une nouvelle qui va passionner les Japonais. Le 1er février au soir, après 2 longs jours en avion et une escale à Honolulu, leur arrivée à Tokyo frise l'hystérie. Joe DiMaggio est très connu au Japon. Il est déjà venu entraîner des équipes de baseball. Alors quand les journaux ont fait savoir qu'il y revenait pour son voyage de noces, la nouvelle a non seulement électrisé ses fans, mais aussi tous les fans de sa jeune épouse. Pour la presse japonaise, le vrai scoop, ce n'est pas lui, c'est elle. Sa visite est tellement inattendue. Mais l'empressement des reporters autour de Monroe agace terriblement DiMaggio. Et il donne fin, de façon un peu brutale, à ce premier rendez-vous. Bien entendu, ces images vont immédiatement faire jaser partout dans le monde. Et voilà, par exemple, comment leur arrivée à Tokyo a été montrée en Amérique, dans des milliers de salles de cinéma. Montrée et commentée. Well-known honeymoon couple arrives at Tokyo Airport, a throng of 4,000 baseball and movie fans surge out of control, break through police lines. Joe DiMaggio and his bride smile bravely at their greeters, but they don't dare move. So back into the plane they go, while police clear a path to the cargo hatch with DiMaggio's convertible. The stratagem works. The former Yankee slugger and his picture bride escape into the car and head for the safety of their hotel. But their troubles aren't over. Next day comes a press conference where the public was barred, but the photographers and reporters more than made up for that. Their questions were rough, ranging from the risque to the ridiculous. And Joe, he's the forgotten man, which is something in Japan where baseball is so popular. Never underestimate the power of you-know-who. But enough's enough. His patience is exhausted, and Joe says, go. 4 jours plus tard, Marilyn Monroe vient toute seule rendre visite à des soldats américains hospitalisés à Tokyo. Elle est un peu délaissée par son mari qui est déjà à ses affaires de baseball. Ça, personne ne le sait. Mais que font tous ces soldats au Japon? Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Amérique est très présente au Japon. Et pendant les 3 dernières années, ce pays a servi de base arrière pour mener la guerre de Corée. Aujourd'hui, les combats ont cessé, mais la paix n'est pas encore signée. Plus de 120 000 GIs sont encore là-bas. C'est la toute première fois de sa carrière que Marilyn Monroe offre de son temps aux armées. Beaucoup d'acteurs hollywoodiens l'ont fait avant elle, et depuis longtemps. La première fois, cela s'est passé à Washington, au début de l'année 1918, sur l'avenue Pennsylvania, à 2 pas de la Maison-Blanche. L'Amérique combattait alors en France auprès des Alliés, et comme cette guerre coûtait une fortune, les plus grands noms d'Hollywood avaient été appelés à la rescousse pour collecter de l'argent.
La très célèbre comédienne Mary Pickford était venue avec 2 amis, Douglas Fairbanks et Charlie Chaplin. Là, c'est lui. Mary Pickford s'adresse à la foule venue la voir. Et en même temps, elle fait très attention à ce que la caméra, dont nous regardons les images, puisse la filmer dans les meilleures conditions, presque de face. En revanche, pour le photographe que l'on aperçoit derrière elle, la situation est un peu désespérée. La caméra a gagné. En 1918, l'appareil photo n'a déjà plus les mêmes faveurs. Chaplin comme Pickford ont bien compris combien c'est important les caméras. Ces images ont été montrées partout en Amérique et des sommes considérables ont été collectées pour financer la guerre. Cette journée a marqué le début d'une longue histoire d'amitié entre Hollywood et les armées américaines. 36 ans plus tard, soutenir les armées est devenu une habitude très ancrée à Hollywood. Et les caméras sont toujours invitées à en témoigner, à condition bien sûr que les images passent par la censure militaire. Vous avez remarqué, Monroe n'hésite pas à aller serrer la main de soldats noirs, ou même à papoter avec eux. En 1954, la ségrégation raciale a été officiellement abolie dans les armées, mais elle continue à ravager la société américaine. Pour de nombreux Américains, ces images pouvaient être choquantes. Elles ont donc été mises de côté. Un instant, revoyons ça plus lentement, très lentement. En revanche, ce simple bandage au pouce de la main droite de Monroe, que l'on voit aussi sur quelques photos faites ce jour-là, il a passionné la presse à scandale, qui a suggéré une terrible dispute avec son mari pendant leur voyage de noces. En fait, Monroe portait déjà ce bandage quand ils sont arrivés à Tokyo, et même quand ils avaient embarqué à San Francisco. Mais évidemment, de loin, ce bandage était beaucoup moins visible. Quoi qu'il en soit, cette visite au GI s'est si bien passée que les armées vont proposer à Marilyn Monroe, qui est au Japon pour un moment, de prendre un avion à Tokyo pour rejoindre Séoul, la capitale de la Corée du Sud. La distance entre Tokyo et Séoul est d'à peine plus de 1000 km. L'idée est qu'elle vienne remonter le moral des quelques 100 000 soldats américains basés pour la plupart au nord de Séoul, dans des camps le long de la frontière avec la Corée du Nord. Monroe, ravi de sa première rencontre avec des soldats et plutôt désœuvré, va accepter. 10 jours plus tard, un avion la dépose sur une base américaine près de Séoul. Elle a déjà troqué robe et manteau de fourrure pour une tenue plus pratique et militaire de la tête aux pieds. Au moins 3 caméras immortalisent ses premiers instants. Et dans quelques jours, ces images vont inonder le monde. Quoi de plus formidable que des images de la nouvelle bombe sexuelle d'Hollywood en visite dans un pays qui sort, avec le secours de l'Amérique, de 3 longues années de guerre. 14 autres personnes sont du voyage. Il y a des musiciens, des choristes, une infirmière des armées, une amie de Monroe et l'organisateur de la tournée. Mais où sont-ils? Ils attendent que les photographes et caméramans aient fini de faire leurs images pour sortir enfin de l'avion. Passons à une autre caméra. Si la chemise est bien militaire, Monroe l'a adaptée à son style, par la forme donnée au col et un déboutonnage non réglementaire. Mais le temps presse. 2 spectacles sont prévus aujourd'hui dans 2 camps sur la frontière. Très entouré par des hauts gradés et la police militaire, Monroe est tout de suite dirigé vers l'hélicoptère qui va l'emmener dans le premier camp. On pourrait vraiment croire qu'elle est arrivée toute seule. Ceux qui l'accompagnent se font très discrets. Pas facile quand on sait que dans leur bagage, il y a même un piano. Tiens, là, en bas de l'image, avec un bonnet à rayures, c'est l'ami de Marilyn Monroe. Jean O'Doul est la femme de Lefty O'Doul. Vous vous souvenez, l'homme au chapeau, en haut de la passerelle, l'ami de DiMaggio? Jean O'Doul était aussi à l'aéroport de San Francisco, mais la caméra ne s'était pas attardée sur elle. Finalement, ce que la presse annonçait comme un départ à 2 en voyage de noces était plutôt un départ à 4 en voyage d'affaires. Plusieurs hélicoptères emmènent la troupe, mais les caméras ne s'intéressent qu'à celui de Monroe et aux baisers qu'elle distribue généreusement. Elle est d'abord attendue dans un camp de Marines
à moins d'1 heure de vol. C'est là, en bas, dans ce bâtiment, qu'elle va commencer le premier tour de chant de toute sa carrière. À chaque spectacle, elle va offrir 3 chansons de ses 3 derniers films. Le problème, c'est qu'elle n'a absolument aucune expérience de la scène. À part les musiciens militaires qui l'accompagnent, personne ne le sait, et sûrement pas ses Marines. L'autre problème, c'est le temps. Elle a donné son accord pour 9 spectacles en 4 jours. Alors, il faut faire vite, très vite, et avec le sourire, bien sûr. Pendant que les musiciens s'installent, Marilyn Monroe se soumet, aimablement, à une séance photo avec son ami Gene O'Doul. C'est la première du genre. Pour l'instant, tout va bien. Regardez, coiffure, sourire, maquillage sont encore parfaitement hollywoodiens. Des haut-parleurs ont été installés au milieu des 10 000 Marines pour que ceux qui sont loin, très loin de la scène, puissent eux aussi bien entendre. Parmi les 3 chansons qu'elle va interpréter, il y en a une dont le titre est déjà très connu. C'est « Diamonds are a girl's best friend ». Les diamants sont les meilleurs amis des filles. Et voilà les toutes premières images faites avec son orchestre militaire. Revoyons-les beaucoup plus lentement. Malgré des températures d'hiver, elle a choisi une robe très légère. Si elle se montre plutôt à l'aise, le choriste à droite, lui, a l'air plutôt tendu. C'est vrai qu'ils ont très peu répété ensemble. Il attend qu'elle donne le signal du départ au pianiste qui est juste derrière elle. Il y a un peu d'inquiétude dans l'air. La plupart des images faites pendant cette tournée sont filmées par des caméramans désarmés et sans le moindre son. Pourquoi ? Parce qu'en 1954, les reportages sont le plus souvent faits sans enregistrer le son. L'important pour les armées, c'était surtout de faire de bonnes images de la célèbre Marilyn Monroe en visite aux soldats sur la frontière avec la Corée du Nord. Des images qui seront proposées gratuitement à toutes les télévisions et au cinéma du monde entier. Il n'empêche que ce jour-là, quelques images sonores ont été enregistrées. Malgré sa totale inexpérience de la scène et le manque de répétition, ce tout premier spectacle de la tournée s'est bien, vraiment très bien passé. Bravo, Marilyn Monroe. Mais le temps presse. Un instant, regardez, pendant que Monroe salue le public, les musiciens démontent déjà le matériel. Le responsable de la tournée a un horaire serré à tenir. Monroe n'est pas payée pour ce tour de chant. Elle fait ça pour son pays. Tout ce qu'elle a demandé, c'est pas de mondanité, pas de confort particulier, mais la présence de son ami Gene O'Doul. Pendant ces 4 longues journées dans les montagnes de Corée, elle va chanter la même chose, prendre les mêmes bains de foule, sourire pour les mêmes photos. Et après cette tournée, elle reviendra à Hollywood beaucoup plus respectée qu'auparavant. Toutes ces images de Monroe en Corée vont avoir un immense succès. Pour ces Marines, cette visite est exceptionnelle, même si elle fait suite à bien d'autres visites. C'est exactement à cette saison, il y a 2 ans, en 1952, que l'actrice Betty Hutton est venue en Corée faire un tour de chant, en montrant, malgré le froid, ses très célèbres longues jambes. C'était en pleine guerre. Les hommes avaient gardé leurs armes pendant le spectacle. Avant elle, il y avait eu des visites de personnalités moins connues comme Lita Baron. Et quelques années plus tôt, Joe DiMaggio avait lui aussi fait le voyage en Corée. Il arrivait de Tokyo avec son ami Lefty O'Doul. DiMaggio avait alors été formidablement reçu à Tokyo, où ses talents de baseballeur étaient presque aussi célèbres qu'en Amérique. En 1950, DiMaggio a 39 ans
et il vient de mettre un terme à sa carrière de sportif. Comme il a beaucoup de temps libre, il s'est laissé convaincre par son ami O'Doul de venir faire des démonstrations et des entraînements d'équipes japonaises. Quatre ans plus tard, en février 1954, la guerre a cessé en Corée. Mais les gardes qui accompagnent Monroe sont en armes. Sur cette frontière, il y a encore beaucoup de tensions. Toutes les tensions accumulées dans cette région du monde entre le bloc capitaliste et le bloc communiste. C'est une poudrière. D'un côté, et sur moins de 300 km, il y a 18 divisions américaines et sud-coréennes, une véritable ligne de front. De l'autre, il y a 7 corps des armées chinoises et 2 divisions nord-coréennes. En 1945, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la Corée a été séparée en deux par une frontière tracée à la hauteur du 38e parallèle. Pro-américaine au sud, pro-soviétique au nord. En 1950, les forces communistes du Nord envahissent le Sud. Elles sont repoussées par les troupes américaines et de l'ONU au-delà du 38e parallèle et jusqu'à menacer la Chine, qui déclenche à son tour une vaste offensive. La frontière est progressivement ramenée à la hauteur du 38e parallèle. En 1953, après 3 ans de combat, le bilan dépasse les 2 millions de morts, blessés et disparus. Et c'est précisément là que Monroe est maintenant attendu. Cette fois, c'est le maître des lieux qui l'accueille, un général 2 étoiles, le général McGarr. Nous sommes à peu près à 1000 mètres d'altitude. C'est la fin de la journée et il a dû faire bien froid dans l'hélicoptère. Mais pourquoi Jean O'Doul est-elle plus chaudement couverte que Monroe? Pourquoi? Parce que Monroe a voulu apparaître dans une tenue beaucoup plus flatteuse. C'est une généreuse tentative, mais c'est l'hiver et elle récupère vite son blouson. À part ça, tout s'enchaîne comme pour la visite aux Marines. Et la traditionnelle séance photo est tout de suite demandée par le général. Et la course reprend. Le seul problème, c'est que cette visite aux 12 000 hommes de la 7e division d'infanterie est vraiment tardive. Au mois de février, la nuit tombe dès 18 h en Corée. Le spectacle aura lieu très tard, quand il fait encore plus froid. Marilyn Monroe a quand même décidé de porter la même robe printanière que pour les Marines. Après le spectacle, elle aura un échange radio avec son mari, resté à Tokyo. Elle lui dira combien c'est formidable d'avoir des milliers de spectateurs en face de soi. Il lui répondra qu'il connaît ça par cœur avec le baseball. Le lendemain après-midi, pour son 4e spectacle, Marilyn Monroe va chanter devant 14 000 soldats. Pas de général pour l'accueillir, non. Mais les responsables de cette division ont une idée en tête. Ils vont l'inviter à faire une promenade à bord d'un char d'assaut. Il y a plus confortable, mais cette idée semble plutôt amuser leur invité. Et quand l'énorme Pershing se met en mouvement, elle se montre aussi à l'aise que dans une voiture décapotable sur Sunset Boulevard. Mais pas de chance. Le temps se gâte, il commence à pleuvoir et à cette saison, les pluies sont glaciales. Pour l'orchestre, c'est un peu la catastrophe, surtout qu'il n'y a aucune protection au-dessus de la scène. La question qui les tracasse est de savoir si Monroe pourra ou non venir chanter sous la pluie. Mais que faire? La déception des soldats serait immense si le spectacle devait s'arrêter. En attendant, chanteurs et musiciens font tout ce qu'ils peuvent pour distraire les 14 000 spectateurs. Mais plus le temps passe, plus la pluie tombe et plus les soldats sont impatients de la voir. Quand elle apparaît dans sa robe de printemps, le soulagement est grand pour ceux de l'orchestre. Et à l'instant où elle s'apprête à chanter, vous avez vu, il pleut tellement qu'il faut essuyer le micro. Un signe au pianiste, et c'est parti. Comme pour tous les autres spectacles, 3 chansons seulement sont prévues.
Mais à cause de la pluie et du froid, après chaque morceau, elle file en coulisses pour se sécher et se recoiffer. « 18 février. Le caméraman filme d'abord ce clap. La date est bien indiquée, le lieu aussi. Mais regardez, il y a une erreur sur le prénom de Marilyn. Il manque un « i » après le « r ». Il est vrai qu'au début des années 1950, ce prénom était encore peu connu. Hier, elle a attrapé froid sous la pluie. On commence à deviner la fatigue, mais devant tous ces appareils, il faut bien continuer. Ce matin, elle va chanter pour la 2e division d'infanterie. Pour les GI retenus depuis des mois sur cette frontière, ces visites tiennent vraiment du rêve. Les 3 derniers films de la grande vedette hollywoodienne viennent de faire un tabac en Amérique. Ces 3 films sont Niagara, Les hommes préfèrent les blondes et Comment épouser un millionnaire. Il faut savoir aussi que Playboy vient de faire paraître son premier numéro avec d'anciennes photos de Monroe posant nue. 2e clap de la journée et encore la même erreur sur le prénom. Malgré le froid, Marilyn porte la même robe légère. Revoyons ces images beaucoup plus lentement. Pendant qu'elle s'adresse au public, il y a du remue-ménage derrière elle pour rapprocher le piano. Mais pourquoi le rapprocher? Pour que le pianiste puisse lire sur les lèvres de Monroe. À cause de l'orchestre, il a du mal à l'entendre. Alors ensemble, ils ont décidé qu'elle se montrerait de profil aussi souvent que possible, pour être certain d'être en mesure avec elle. Troisième clap de la journée. Gagné. Le prénom de Monroe est enfin bien orthographié. Le spectacle est terminé. Aujourd'hui, pas de course contre la montre. Alors, pour une fois, Marilyn Monroe a quelques instants de liberté. Et la caméra devient presque indiscrète. À part ces quelques instants volés, il lui est demandé d'être en représentation du matin au soir. Cela fait 3 jours qu'elle est dans les montagnes de Corée, 3 jours qu'elle est constamment sous le regard des caméras et de dizaines de milliers d'hommes. Le lendemain, c'est l'escale à Séoul, avant de rentrer à Tokyo où son mari l'attend. Monroe, souffrant d'un début de pneumonie, sera vite hospitalisée. Mais tant que la presse et les caméras sont là, elle continue à leur donner des images. Des images qui vont très vite envahir les écrans de télévision et les salles de cinéma en Amérique, au Japon, en Europe. Et voilà comment la Paramount les a utilisées pour raconter cette tournée. Le titre choisi donne le ton. Marilyn les emballe en Corée. Marilyn Monroe arrives in Korea to tour the front lines for 4 days. Hubby Joe DiMaggio is in Japan coaching Japanese baseball teams. Marilyn wears drab GI clothing as she meets the boys. No GI ever got such attention. The weather is cold, but nothing distracts from the enthusiasm of the welcome. Now, who'd want an air view at this time? In the natural and chilly outdoor bowl, Marilyn proves she's a real trooper. The hills are alive with troops as Marilyn puts on her act. Officers estimate that she plays to about 60,000 men in her first 2 days in Korea. There's agreement among soldiers and Marines, privates and commanding officers. Marilyn is tops. Says she, "Gosh, I've never seen so many men in my life." Avec des reportages comme celui-ci et un nombre considérable de photos prises pendant la tournée, la machine médiatique va s'emballer. Finalement, ce voyage au Japon et en Corée va produire l'effet exactement inverse de celui dont rêvait Joe DiMaggio. En partant pour Tokyo, la star du baseball rêvait que sa femme abandonne pour toujours le cinéma.
un monde qu'il détestait. Mais c'est le contraire qui s'est produit, et peu de temps après, ils se séparent. Après la mort de Marilyn Monroe, 8 ans plus tard, Joe DiMaggio fera porter des roses sur sa tombe, chaque semaine, jusqu'à la fin de sa vie.